Main en l'air, hébétés, les derniers spectateurs évacués du Bataclan. Ils viennent d'échapper à la mort. Il est minuit 25. L'assaut vient de se terminer. Épilogue du pire attentat commis en France depuis la Libération. D'accord. Dans les coursives, ces spectatrices apeurées qui se soutiennent, guidées vers la sortie par un policier. Regardez pas, madame. Récit d'une nuit qui hante la France depuis 10 ans. Sur scène, ce 13 novembre 2015, le groupe californien Eagles of Death Metal joue son morceau culte Kiss the Devil, embrasse le diable. Hélène, fan de la première heure, est dans la fosse, juste devant la scène, et prend des photos avec son appareil. La dernière photo que j'ai du groupe, c'est 21h45. 2 minutes plus tard, il est 21h47. Les premières rafales de Kalachnikov viennent interrompre le concert. Moi, je me souviens que ça me contrariait un peu. Je dis, qu'est-ce qui s'amuse à lancer des feux d'artifice? Et peu à peu, tout le monde commence à se baisser. Et il y a quelqu'un qui crie oui, il y a du sang partout. La suite est captée par un dictaphone à l'intérieur de la salle de concert. 2h40 d'enregistrement, dont nous avons choisi de ne diffuser que quelques extraits. De l'arrivée des 3 terroristes à l'assaut final. La terreur des spectateurs. Ce soir-là, les terroristes tirent à 258 reprises dans la petite salle. Julien Pierce se trouve à ce moment-là dans la fosse. Il échappe de peu aux premières salves. Et puis soudainement, les choses se sont calmées d'un coup. Et il n'y a eu plus de coups de feu. La lumière était totalement rallumée, une lumière très crue, très vive. Il n'y avait plus un bruit. Il y avait le bourdonnement des amplis. Au rez-de-chaussée, l'un des terroristes fait de nouveau feu. Mais au coup par coup, cette fois. Il est extrêmement méthodique, extrêmement précis. C'est une balle dans la tête. Il est parti du haut de la fosse et il faisait des mouvements latéraux comme ça. Et il se rapprochait peu à peu. Il donnait des coups de pied et puis il exécutait ceux qui étaient encore vivants. Et donc oui, ça se rapprochait. Il fallait faire quelque chose. Avec un petit groupe, Julien Pierce décide de monter sur scène pour s'échapper. On cède. Je suis le premier à monter sur scène. Il me voit très bien à ce moment-là. Il a eu le temps de finir de recharger son arme et je le vois à une dizaine de mètres. Et là, les tirs recommencent dans notre direction. Donc là, on s'est mis derrière un ampli, les amplis de retour là, qui est en bas de la scène, là, qui nous ont protégés. On attend qu'encore une fois, il recharge son arme, il se mette dos à nous. Et on court sur la scène. Et là, il y a une jeune fille qui était au sol, qui m'appelle à l'aide, qui tend le bras. Et je la mets sur mon épaule, enfin, je la mets à califourchon sur mon épaule, et je sors. Julien Pierce sort par l'arrière de la salle, met la jeune femme dans un taxi direction l'hôpital. Autour de lui, personne n'a conscience de ce qui est en train de se jouer. Et je suis au beau milieu d'un Paris aux alentours de 22h, 22h15, avec des grands-mères qui promènent leur caniche, qui ne savent absolument pas ce qui est en train de se jouer à quelques dizaines de mètres de là. Pompiers. Au PC des secours, les appels des premiers témoins, de plus en plus angoissés. J'ai une fusillade, un concert au Bataclan ce soir. Ouais, excuse-moi, Bataclan, il y a des tirs. Alors, oui, on se même des blés. Dites au Bataclan, des gens avec des kalachnikovs. Il y a une fusillade au Bataclan. Dans le Bataclan, madame? Une fusillade. À l'intérieur, les tirs continuent. Devant la salle de spectacle et jusque dans l'entrée, des témoins incrédules filment la scène.
C'est dingue. Au même moment, des attaques au Stade de France et sur des terrasses de café sont en cours. Ce soir-là, c'est la magistrate Camille Hentier qui coordonne toute l'enquête. Tout est saturé en fait d'informations qui nécessitent d'être vérifiées. Donc on se rend au Bataclan et là on apprend qu'il y a des individus retranchés dans le Bataclan qui ont fait feu. Tout le monde à terre! À l'intérieur de la salle, les 3 assaillants revendiquent leur action. On entend la voix de l'un d'eux sur la bande audio. Les soldats français, américains, ils bombardent dans les airs. Voilà, vous avez élu votre président Hollande. Voilà sa campagne, remerciez-le. Et ils recommencent à tirer. Accroupie au premier rang dans la fosse, Hélène tente de rester le plus immobile possible. Je reçois une balle de Kalachnikov dans l'épaule. Et quelques secondes plus tard, je commence à sentir la douleur. Comme ça, à droite, j'ai l'impression que je peux visualiser, même dessiner la douleur qui se propage. J'ai commencé à délirer, voilà, et j'ai très peur. Là, j'ai très peur. Il est 21h56, moins de 10 minutes après le début de la tuerie. Et contre toutes les consignes, 2 policiers de la BAC décident de rentrer, pistolet à la main. Sur la scène, l'un des terroristes leur donne l'ordre de reculer. Les policiers font feu, le terroriste actionne son gilet explosif. Les 2 derniers djihadistes ripostent. Les 2 policiers de la BAC sont obligés de se replier. Tirez-vous de là, putain! Dans le quartier, la tension est maximale. Et dans les rues alentours, des passants fuient, avec parfois des enfants dans les bras. Les premiers blessés sont évacués à la hâte. C'est le chaos, hein, très clairement. Hein. Vite! Rentrez chez vous, reculez! Il est 22h40. La BRI entre au Bataclan et sécurise le rez-de-chaussée. Beaucoup de blessés, mais aucune trace des terroristes, se souvient le chef de l'unité. Et c'est seulement en fait à 23h15 à peu près que la colonne, en progressant à l'étage, arrive devant la porte qui donne accès au backstage. Et là, on comprend que derrière se trouvent 2 terroristes et des otages. C'est le début d'une autre crise. 2 terroristes, 11 otages dans un minuscule couloir. La BRI se positionne derrière la porte. Et un négociateur met en place un dialogue avec les preneurs d'otages. Ils ont communiqué un numéro de téléphone qui est celui d'un otage pour pouvoir être appelé par le négociateur, c'est-à-dire moi-même. Il y a une longue revendication. Et ensuite, un ultimatum. Ils demandent à ce que la colonne d'intervention dégage le plus vite possible, sinon ils vont couper la tête d'un otage. Dans ce couloir, le photographe David Fritz Goppinger passe plus d'1h30 à quelques centimètres de l'un des terroristes. Maintenant, c'était il y a 10 ans, mais je me souviendrai toute ma vie de la froideur dans son regard et la détermination, en fait. Lui, il était là pour accomplir une mission, il était là pour tuer, finalement. Et donc, il était dans son truc. Et je me souviens pas de quelqu'un qui tremble, de la voix qui tremble, rien du tout. Il était plutôt l'inverse, il était plutôt sûr de lui, en fait. Dans cette négociation, on s'est rendu compte qu'on était vraiment au pays de l'absurde, parce qu'il n'y a rien à négocier dans les attentats terroristes. Nous, on était des otages, mais otages de quoi? C'était pas un braquage, finalement, il n'y avait rien à échanger. Avec lui, 10 autres otages qu'il ne connaît pas. On se parlait pas, hein. Mais il y a eu des gestes les uns envers les autres. Marie, je me rappelle bien, elle a dit « je t'aime » à Arnaud à un moment donné. Moi, j'ai pris la main de Stéphane qui était juste à côté de moi. Et je pense que ces petites choses-là, ces tout petits gestes, ont fait qu'on s'est tous maintenus dans une forme d'humanité, dans une forme de solidarité aussi, en fait. Et ça nous a fait du bien sur le moment. Et derrière, c'est ce qui nous a aussi maintenus en tant qu'amis, en fait, parce qu'on s'est tous rencontrés derrière. La négociation de la BRI ne donne rien. L'assaut est désormais inévitable.
On avait le sentiment, même sans se l'avouer, que ça allait mal se passer, parce qu'un couloir, d'un point de vue pratique tactique, c'est la pire des situations. Il est minuit 18. 2h30 après le début de l'attaque, le signal est donné. Top caméra. Top caméra. D'abord, des grenades assourdissantes, puis des tirs en riposte. Jusqu'à cette énorme détonation entendue même à l'extérieur. Un terroriste vient à son tour d'actionner son gilet explosif. Au moment de cette explosion, moi je me retrouve projeté en l'air, parce que l'explosion est telle qu'on se retrouve vraiment soulevé de terre, quoi. Je retombe au sol et moi je suis sonné, j'entends plus rien. Et la seule chose que j'arrive à articuler, c'est à l'aide. La BRI et le RAID évacuent les otages. Est-ce qu'on a les otages là? Oui, ils sont descendus. Pour moi, vraiment le pire souvenir, celui qui reste le plus, celui qui marque le plus, qui déforme le plus l'existence, c'est ce souvenir-là qui est de la fosse. On tombe sur un flic qui nous dit de ne pas regarder, quoi. Mais on a tous regardé. On a tous regardé. Toutes les victimes qui sont restées enfermées au Bataclan ont tous regardé la fosse. Et ça a changé tout le monde. Les derniers spectateurs sont saufs, main sur la tête, car il faut s'assurer qu'aucun terroriste ne se cache parmi eux. Ils peuvent enfin respirer. L'assaut a duré moins de 3 minutes. Mais pour le chef de la BRI, cette soirée va prendre une tournure très personnelle. Après l'assaut, oui, en effet, on m'a averti que mon ami d'enfance était là, mais on ne savait pas où il était, en fait. Il aurait pu partir avec les premiers otages qui s'étaient échappés, perdre son portable. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Écoutez, bon, il y a un moment, il faut bien faire le tour des corps pour vérifier, quoi. Et vous le retrouvez. À 1h30 du matin, la procureure chargée de l'antiterrorisme entre à l'intérieur. Ces téléphones qui sonnent dans le vide, et c'est quelqu'un qui cherche et qui est inquiet et qui se demande, et c'est terrifiant, en fait. Sur les téléphones, on voyait les visages, des photos de famille, en fait, des prénoms, maman, papa, enfin... C'est complètement fou, quoi. Ce que ces gens ont vécu dans cette salle de spectacle. C'est fou, c'est fou. L'attaque du Bataclan a fait 90 morts et des centaines de blessés. L'attentat le plus meurtrier commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on reçoit à présent celui qui restera pour tous les Français le visage de la justice pendant cette effroyable nuit du 13 novembre 2015. Bonsoir François Molins, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'un de vos plus grands magistrats. Vous étiez procureur de Paris de 2011 à 2018, au moment où la France était visée par la pire vague d'attentats de son histoire récente. D'abord, évidemment, une réaction sur ce document très fort qu'on vient de voir et que vous venez de regarder. C'est un double sentiment. D'abord, beaucoup d'émotions. Une émotion que les 10 ans passés n'ont pas du tout apaisée. Et puis aussi beaucoup de compassion pour les victimes de ces attentats du vendredi 13 et pour leurs familles. Voilà. On va commémorer dans quelques jours les 10 ans des attentats du 13 novembre. Et ce soir, on pense aussi à ceux du Bataclan. Et on a vécu cette nuit minute par minute, mais aussi aux victimes et à leurs familles des attentats du Stade de France et des cafés. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous traverse à cette veille de commémoration? Mais des souvenirs effectivement très forts. D'abord, moi j'ai toujours en mémoire ce que j'ai vu effectivement ce soir-là. Ce sont des images qui me quitteront jamais, des images et des odeurs, quoi. Le fait de rentrer dans cette salle, effectivement, avec des dizaines de corps emmêlés, des images aussi, comme l'a évoqué ma collègue tout à l'heure, j'ai toujours en tête la vision du corps de cette dame coupée au carré, dont la tête reposait sur un sac à main dans lequel il y avait un téléphone portable qui n'arrêtait pas de sonner. Et c'est une des grandes... ce soir-là,
tout le monde, tous les gens qui avaient des amis qui étaient là-bas essayaient d'avoir de leurs nouvelles. Et effectivement, ces téléphones sonnaient en permanence, mais souvent, il n'y avait personne au bout pour y répondre. Et effectivement, un sentiment, en fait, de très grande... Une chape de plomb, une chape de sidération. On est face à des scènes de guerre et d'ultraviolence qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Dans vos mémoires que vous avez publiées il y a 1 an et demi, vous racontez ce que vous avez vécu cette nuit-là. Vous écrivez cette phrase-là. Pourquoi suis-je rentré à 3 reprises à l'intérieur du Bataclan? Pourquoi 3 fois? Je me le suis longtemps demandé. Pourquoi vous êtes retourné 3 fois? C'est une question que je me suis posée après, parce qu'effectivement, en repensant à tout ça, je me suis rendu compte que j'étais rentré 3 fois effectivement dans le Bataclan et 3 fois j'avais eu ce spectacle de la fosse. Et donc ça m'a beaucoup en réalité intrigué, pour pas dire perturbé, parce que je crois qu'en réalité, je suis par rapport à quelque chose que je n'arrive pas à réaliser et que quelque part, au fond de moi-même, je ne veux pas croire que ça s'est réalisé. Et comme, bon, je vis quand même dans le réel, j'ai une mission à assumer, je pense que c'est ce qui explique qu'effectivement, ça a été une façon, effectivement, de comprendre et de mesurer, je pense, l'ampleur de ce qui s'était passé. Je pense que je suis dans le déni, en fait, et... Vous aviez une mission à accomplir, oui. Vous étiez procureur de Paris, c'est-à-dire que vous étiez à la fois chargé de suivre l'enquête, oui. de suivre la prise en charge des victimes, oui. de leurs familles et de gérer la communication. Oui. On se souvient oui. tous des conférences de presse que vous donniez au moment des attentats. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer à ce moment-là comme procureur de Paris? D'abord, il faut bien comprendre que quand on est acteur de la lutte antiterroriste, on ressent tout attentat comme un échec. Parce qu'effectivement, quelque part, si l'attentat s'est produit, c'est qu'on n'est pas arrivé à le déjouer. Donc il y a déjà ce sentiment sur, effectivement, l'exécution de ces missions, parce que, comme vous l'avez dit, on a des tas de compétences, direction d'enquête, médecine légale, victime, coopération, communication, et il y a beaucoup de compétences. Il y a des choses qui se sont très très bien passées, notamment l'engagement des magistrats du parquet et des services enquêteurs avec une enquête qui a été très efficace, bien conduite, de façon très professionnelle, avec une enquête de grande qualité qui explique aussi la qualité de la procédure qui a suivi. Mais il y a aussi des choses qui ont bien moins fonctionné, et ça fait effectivement partie de mes regrets. C'est ce que Quel regret? S'il y avait un regret, il y a ce serait quoi? deux choses essentiellement qui sont dures à porter. C'est le fait que pendant les heures suivant l'attentat, on a certainement été dépassé par l'ampleur de l'événement et on n'a pas eu des dispositifs de prise en charge des victimes qui ont été à la hauteur. On a eu toute la nuit du vendredi au samedi et une partie du samedi des victimes qui ont erré dans Paris, sans prise en charge, à la recherche de leurs proches, essayant d'avoir des nouvelles de leurs proches. Et on a eu aussi des erreurs d'identification à travers deux interversions de corps. C'est des choses, effectivement, qui ne sont pas satisfaisantes et qui sont pas faciles à porter. Une dernière question. Le procès tentaculaire des attentats du 13 novembre a eu lieu l'année dernière. Vous dites justice est passée, mais vous dites aussi on n'en a pas fini avec le terrorisme. La menace, elle est encore forte aujourd'hui? Alors, la menace, je pense qu'elle est toujours forte, elle est vive, mais elle a changé de forme. On dit souvent qu'il y a 3 types de menaces. La menace projetée, c'est les commandos qui viennent de l'extérieur après s'être bien entraînés. Ça, c'est l'exemple de vendredi 13. Ça, cette menace, clairement, elle a baissé. Je pense que Daesh n'est plus vraiment en capacité de produire ce genre de choses. La deuxième menace, c'est la menace téléguidée. C'est celle qui va reposer sur des membres d'organisations djihadistes basés à l'étranger qui vont être en contact avec des gens basés chez nous et qui vont les inciter à commettre des attentats. Ce qu'on appelle le terrorisme, la menace téléguidée. Celle-là, elle existe, elle est réelle. Je crois que c'est une des priorités de la DGSI parce qu'on a une organisation qui est l'État islamique au Khorasan qui peut effectivement et qui commet ce genre d'attentat. Et la dernière, c'est effectivement celle qui nous concerne le plus, c'est la menace inspirée, avec le risque de voir des gens qui se sont auto-radicalisés sur Internet et les réseaux sociaux passer à l'acte. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a du corps, qui a de la vigueur. Le procureur national antiterroriste disait il y a quelques jours que ça s'est rajeuni. Il parlait de 17 mineurs mis en examen depuis le début de l'année là-dessus. Et je pense que c'est véritablement un risque aujourd'hui parce que cette forme de menace, c'est peut-être la plus difficile à détecter. Merci François Molins. Merci d'avoir été avec nous ce soir.